Élodie Martin avait 26 ans et vivait dans un petit appartement exigu à Vaux-en-Velin, en périphérie de Lyon. Chaque matin, elle entamait une course contre la montre, affrontant la grisaille, les transports bondés et l'épuisement accumulé de ses doubles journées. Issue d'une famille modeste, Élodie s'efforçait de construire un avenir meilleur à la force de son courage. Elle travaillait comme assistante administrative dans une grande entreprise du centre-ville et chaque soir, elle suivait des cours à l'université pour obtenir son diplôme en gestion des organisations. Le week-end, elle enchaînait des heures comme serveuse dans un petit café de quartier pour arrondir ses fins de mois et aider sa mère à subvenir aux besoins de sa sœur cadette. Malgré ce quotidien harassant, Élodie restait une jeune femme souriante et bienveillante. Elle ne se plaignait jamais et trouvait toujours le moyen d'encourager les autres, même dans les moments les plus difficiles. Elle avait appris très tôt que l'on ne pouvait compter que sur soi-même, mais cela ne l'avait pas rendue amère. Au contraire, elle croyait fermement que la gentillesse finissait toujours par revenir, même si la vie semblait parfois en décider autrement. Ce matin-là, le ciel s'était couvert de lourds nuages et la pluie tombait en fines gouttelettes sur les toits de Lyon. Élodie s'était réveillée en sursaut, ayant oublié de régler son deuxième réveil. Elle sauta hors du lit, attrapa à la hâte ses affaires, enfila son manteau usé et descendit les escaliers 4 à 4, croisant les doigts pour ne pas rater le prochain métro. Sa montre indiquait qu'elle n'avait que 12 minutes pour parcourir le chemin jusqu'à la station. Elle marcha à vive allure, évitant les flaques d'eau et les passants pressés. La veille, elle avait terminé son service au café à une heure avancée de la nuit. Ses paupières lourdes témoignaient de la fatigue qui ne la quittait jamais vraiment. Pourtant, elle ne laissait rien paraître. Elle avait appris à sourire même quand tout pesait. En arrivant à la station de métro, elle jeta un coup d'œil rapide à l'horloge murale. Elle était encore dans les temps. Une petite victoire. Elle se fraya un chemin parmi la foule matinale, son sac serré contre elle, son parapluie dégoulinant à la main. Les bruits de pas, les klaxons lointains et le bourdonnement de la ville formaient une cacophonie familière. Elle se sentait presque invisible, une silhouette parmi tant d'autres, répétant chaque jour les mêmes gestes dans un ballet urbain sans fin. Mais ce matin-là, un détail attira soudain son attention. Près de l'entrée du métro, entre deux colonnes, un homme était affalé au sol. Il portait un manteau sombre taché de boue, ses cheveux en désordre, et son visage exprimait une profonde désorientation. Plusieurs passants le contournaient sans même lui adresser un regard. Certains semblaient pressés, d'autres l'ignoraient simplement, comme s'il faisait partie du décor. Élodie s'arrêta net. Son instinct lui soufflait de ne pas s'en mêler, que chaque minute comptait et qu'un retard de plus pourrait lui coûter cher. Mais son cœur, lui, ne savait pas rester indifférent. Elle s'approcha doucement de l'homme, s'accroupit à côté de lui et lui adressa la parole d'une voix douce. « Monsieur, vous allez bien? Vous avez besoin d'aide ?» L'homme leva les yeux lentement vers elle, confus, comme s'il venait d'atterrir dans un monde inconnu. Il ne répondit pas tout de suite, se contentant de hocher faiblement la tête. Son regard était vide, perdu. Élodie comprit aussitôt qu'il n'était pas simplement un sans-abri ou un ivrogne du matin. Il avait quelque chose de différent, un déséquilibre, peut-être un malaise. Elle sortit son téléphone de sa poche trempée et chercha rapidement un numéro de taxi. Les minutes s'égrenaient. Elle savait qu'elle allait être en retard, mais la pensée de laisser cet homme seul la révulsait. Lorsqu'un taxi s'arrêta quelques instants plus tard, elle aida l'homme à se relever tant bien que mal et le guida jusqu'au véhicule. « Vous allez à l'hôpital, d'accord ?» dit-elle doucement au chauffeur, avant de lui glisser un billet froissé qu'elle avait mis de côté pour son déjeuner. Elle regarda le taxi s'éloigner dans la circulation, son cœur battant encore la mesure de la course contre la montre. Puis, elle tourna les talons et se remit à courir en direction de son travail, espérant arriver à temps pour éviter les conséquences. Elle n'avait aucune idée que ce geste, presque banal pour elle, allait bouleverser toute sa vie. Dans l'ascenseur du grand immeuble en verre où elle travaillait, Élodie essuya rapidement son manteau et lissa ses cheveux humides. Son badge autour du cou, elle tenta de prendre une grande inspiration avant que les portes ne s'ouvrent au 8e étage. Elle pénétra dans l'open space d'un pas rapide, saluant timidement quelques collègues qui la regardèrent d'un air étonné. Sa montre indiquait qu'elle avait 22 minutes de retard. Elle s'apprêtait à se diriger vers son bureau lorsqu'une voix glaciale la stoppa net. « Mademoiselle Martin, dans mon bureau, tout de suite. »
C'était Madame Lefebvre. La pluie ne cessait pas de tomber sur Lyon, dessinant des ruisseaux le long des trottoirs et tapissant les vitres des rames de métro d'un voile tremblant. Élodie, le cœur encore battant de sa course, marchait rapidement en direction du bâtiment de son entreprise. Elle sentait le froid traverser les coutures de son manteau et l'humidité s'infiltrer jusqu'à ses chaussettes. Sa journée commençait à peine et elle portait déjà sur les épaules le poids d'une mauvaise nouvelle à venir. Malgré tout, l'image de l'homme désorienté qu'elle avait laissé partir dans le taxi ne quittait pas son esprit. Il y avait dans son regard une détresse silencieuse, une absence d'ancrage, comme si le monde autour de lui s'était soudain effondré. Elle n'avait pas eu le temps de lui poser de questions. Aucune identité, aucune explication, rien qu'un moment suspendu entre deux inconnus. Il ne portait aucun document visible, aucun badge, aucun téléphone. Simplement un manteau trop grand et un visage marqué par l'épuisement. Elle n'avait pas reconnu ses traits, bien qu'elle soit persuadée de l'avoir peut-être déjà croisé quelque part. Mais dans une ville comme Lyon, les visages se croisent sans toujours se retenir. L'homme ne s'était pas exprimé, sauf un très faible merci alors qu'il prenait place dans le taxi. C'était tout. Et maintenant, elle était en retard. Pas un léger retard, mais un de ces retards que Madame Lefebvre n'oublierait pas. Elle le savait, elle avait été avertie à 2 reprises déjà. Dans cette entreprise, la rigueur horaire n'était pas une formalité, mais une doctrine. Et il suffisait d'une exception pour voir des mois de sérieux s'effacer dans le regard froid de la hiérarchie. En entrant dans l'open space, elle croisa brièvement le regard de Maxime, un collègue du service logistique qui lui adressa un signe de tête compatissant. Elle savait que tous avaient entendu l'appel de Madame Lefebvre. Les murs semblaient posséder des oreilles dans cette tour. Chaque incident se propageait comme une traînée de poudre. Élodie s'approcha de la porte fermée du bureau de la superviseure, inspira profondément et frappa. Une voix sèche lui ordonna d'entrer. Dès qu'elle ouvrit la porte, le regard glacial de Madame Lefebvre l'atteignit de plein fouet. Assise derrière son bureau impeccable, la femme en tailleur gris croisa les bras, l'air implacable. « Mademoiselle Martin, encore un retard. 22 minutes cette fois-ci. » Élodie ouvrit la bouche pour expliquer, mais le geste autoritaire de la main de sa supérieure l'interrompit. « Ce n'est pas la première fois. Je vous ai prévenu à 2 reprises. Nous avons des règles ici. Une structure qui repose sur la discipline. Et votre incapacité à respecter les horaires démontre un manque de fiabilité évident. Madame Lefebvre, je comprends, mais ce matin Je ne veux pas entendre d'excuses, coupa-t-elle froidement. Que vous ayez sauvé un chat, aidé une vieille dame ou porté secours à un inconnu, cela n'entre pas dans les critères d'évaluation professionnelle. Vous n'êtes pas rémunéré pour vos bonnes actions. Élodie sentit une boule se former dans sa gorge. Ses mains tremblaient légèrement. Elle serra les poings pour ne pas laisser échapper les larmes qui montèrent déjà. Vous êtes donc licencié, avec effet immédiat. Veuillez rassembler vos affaires. Le service des ressources humaines vous contactera pour finaliser les formalités. Il n'y avait pas eu d'échange, pas de réelle écoute, seulement un verdict, tranché comme une lame. Élodie resta figée une seconde, comme si ses jambes refusaient de bouger. Puis elle inclina la tête, incapable de dire quoi que ce soit d'autre, et sortit du bureau. Elle retourna à son poste en silence, traversant l'open space sous les regards furtifs de ses collègues. Certains détournèrent les yeux, gênés, d'autres chuchotaient à voix basse. Elle entendit des fragments de phrases, encore en retard. Pas étonnant. Dommage, elle était gentille. Chaque pas vers son bureau lui pesait comme un aveu d'échec. Une collègue, Claire, lui jeta un regard compatissant mais n'osa pas dire un mot. Personne ne s'interposait contre Madame Lefebvre. Tout le monde craignait d'être le prochain sur la liste. Élodie prit son sac, quelques objets personnels, une photo de sa sœur dans un cadre modeste et un carnet où elle notait ses idées. Elle laissa le reste, trop fatiguée pour penser à tout. Elle quitta le plateau sans se retourner, franchissant pour la dernière fois les couloirs familiers, les murs impersonnels, les machines à café silencieuses. Elle descendit par les escaliers, refusant de croiser qui que ce soit dans l'ascenseur. Chaque étage passé lui rappelait une période de sa vie passée ici. Les débuts timides, les pauses déjeuner dans le parc voisin, les soirs tardifs à finir des rapports, tout cela venait de s'effondrer en quelques minutes. En sortant du bâtiment, la pluie avait redoublé d'intensité. Elle traversa le hall, passa les portes vitrées et sentit l'air froid lui frapper le visage. Le boulevard semblait indifférent à sa détresse. Les voitures roulaient, les piétons marchaient.
Le monde continuait. Elle s'arrêta sur un banc en face du bâtiment, près de la petite place. Le bois était mouillé, mais elle s'en fichait. Elle s'assit, ses affaires serrées contre elle, les gouttes ruisselant sur ses cheveux. Elle regarda le ciel d'un gris uniforme, puis baissa les yeux, les mains sur les genoux. Elle venait de perdre son emploi, pas pour incompétence, pas pour faute grave, mais pour avoir aidé un inconnu. Un geste simple, humain. Elle aurait pu passer son chemin, faire semblant de ne rien voir comme tous les autres. Mais elle n'était pas comme ça. Et maintenant, elle en payait le prix. Les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. Pas celles de colère, celles de fatigue, de trop-plein. Elle pensa à sa mère, à sa sœur, à toutes les fois où elle avait serré les dents pour ne pas faiblir. Elle avait tant donné, sans jamais rien attendre en retour. Et maintenant, elle n'avait plus rien à offrir. Plus d'emploi, plus de perspective. Seulement une certitude glaciale. Elle était seule et personne ne viendrait la consoler. Elle resta là, longtemps, à regarder les gens passer, à écouter le clapotis de la pluie sur le sol, le grondement lointain des tramways, les murmures indifférents de la ville. Elle pensa à tout quitter, retourner chez sa mère dans le Beaujolais, reprendre une vie plus simple, abandonner ses rêves d'émancipation. Peut-être que le monde n'avait pas besoin de sa gentillesse. Peut-être qu'il était fait pour ceux qui regardent ailleurs. Mais au fond d'elle, une voix discrète murmurait encore. Ce n'était pas fini. Quelque chose, quelque part, allait changer. La pluie s'était lentement calmée, ne laissant derrière elle qu'un sol détrempé et des nuages bas qui semblaient écraser la ville. Élodie restait assise sur le banc froid, les jambes engourdies, le regard vide. Son sac sur les genoux, elle n'avait plus la force de bouger. Le monde autour d'elle poursuivait sa course, indifférent à sa douleur. Des employés sortaient fumer devant le bâtiment qu'elle venait de quitter définitivement. Des cadres passaient en parlant fort au téléphone et personne ne prêtait attention à la jeune femme, assise seule, trempée, le visage ravagé par des larmes qu'elle ne cherchait même plus à essuyer. Elle s'était toujours dite forte, résiliente. Elle avait traversé tant d'épreuves sans jamais se plaindre, trouvant toujours une raison de continuer. Mais cette fois, c'était différent. Ce licenciement n'était pas seulement une perte d'emploi, c'était une gifle, un rappel brutal que, même avec les meilleures intentions du monde, on pouvait être puni pour avoir choisi d'aider. Elle n'avait pas eu de mots à dire, pas même le droit de s'expliquer. Tout s'était déroulé si vite que cela semblait irréel. Elle n'avait même pas pu raconter à qui que ce soit ce qu'elle avait fait ce matin-là. Le souvenir de la scène dans le bureau de Madame Lefebvre revenait en boucle dans son esprit. Le ton tranchant, l'absence totale de compassion, l'impression d'être jugée comme un chiffre, un fardeau administratif à éliminer. Ce bureau, elle y avait été convoquée à de nombreuses reprises, parfois pour des questions de planning, parfois pour des ajustements de poste. Mais jamais elle n'aurait cru que ce serait le théâtre de son humiliation. Ce n'était pas seulement une fin de contrat, c'était une condamnation. Elle avait été traitée comme une enfant fautive, incapable, insignifiante. Elle se leva enfin, sentant l'humidité glacée lui coller à la peau. Elle n'avait plus de raison de rester là. Marcher, même sans but, lui semblait préférable à cette inertie douloureuse. Elle emprunta les rues qu'elle connaissait si bien, celles qu'elle parcourait chaque jour sans y prêter attention, mais qui aujourd'hui lui semblaient hostiles, étrangères. Les devantures des magasins, les visages familiers des commerçants, tout semblait s'éloigner d'elle, comme si elle avait perdu sa place dans cette ville. Sur le chemin du retour, elle pensa à sa mère, à sa douceur, à sa force tranquille. Elle imaginait déjà son regard inquiet, ses mots apaisants, mais Élodie n'avait pas envie d'être rassurée. Elle voulait comprendre. Comprendre pourquoi la gentillesse était souvent perçue comme une faiblesse, pourquoi ceux qui se sacrifiaient pour les autres se retrouvaient seuls à en payer le prix. Elle repensait à cet homme qu'elle avait aidé, à ce visage fatigué, ses vêtements en désordre. Avait-elle fait le bon choix? Était-il en sécurité? Avait-il seulement compris ce qu'elle avait fait pour lui? Elle arriva chez elle, un petit studio mansardé aux murs blanchis par le temps, au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur. Elle monta lentement les marches, chaque étage lui rappelant que sa vie allait changer. Elle n'avait plus de travail, pas de salaire en fin de mois. Son loyer, ses études, l'aide à sa sœur, tout ce fragile équilibre risquait de s'effondrer. Elle entra, la porte grinça comme d'habitude et elle s'affala sur le lit sans même retirer ses chaussures mouillées. Elle resta là, immobile, à fixer le plafond. Le silence de l'appartement contrastait violemment
avec le tumulte de ses pensées. Elle voulait crier, frapper, pleurer, mais elle n'en avait plus la force. Elle se sentait vidée. Puis, au bout d'un long moment, elle se redressa lentement, sortit son ordinateur portable et commença à chercher des offres d'emploi. Elle savait que rester dans l'attente ne changerait rien. Il fallait rebondir, même si tout en elle criait le contraire. Les heures passèrent ainsi, entre recherches infructueuses et messages sans réponse. Les offres étaient rares ou peu compatibles avec ses disponibilités. Beaucoup demandaient une disponibilité immédiate, une mobilité qu'elle n'avait pas, ou une expérience qu'elle ne possédait pas. Et plus elle lisait, plus elle avait l'impression que le monde du travail n'avait pas de place pour quelqu'un comme elle. Quelqu'un de consciencieux, de dévoué mais sans réseau, sans soutien, sans nom connu à glisser dans un CV. À la tombée de la nuit, sa mère frappa doucement à la porte. Elle venait lui rendre visite pour quelques jours, comme elle le faisait parfois. Elle entra et trouva Élodie assise dans l'obscurité, le regard perdu. Elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sans poser de questions, elle s'approcha et la prit dans ses bras. Ce simple geste brisa la digue qu'Élodie avait tenté de maintenir. Elle pleura en silence d'abord, puis à haute voix, comme une enfant qui avait trop longtemps retenu ses émotions. Elles passèrent la soirée ensemble, dans le silence d'abord, puis dans les mots simples que seules les mères savent trouver. Élodie raconta tout. Le métro, l'homme inconnu, le taxi, le bureau de Madame Lefebvre, l'indifférence, la honte. Sa mère l'écouta sans l'interrompre, puis posa une main rassurante sur la sienne. « Tu as fait ce qu'il fallait. Peu importe ce que les autres disent. Tu n'as rien à regretter. » Élodie hocha lentement la tête, mais n'y croyait qu'à moitié. Elle avait tout perdu en un matin. Et même si elle ne regrettait pas son geste, elle en ressentait durement les conséquences. Le monde ne récompensait pas les actes altruistes. Il les punissait, souvent. Et elle était seule pour en porter le poids. Avant de se coucher, elle jeta un dernier regard par la fenêtre. Les lumières de Lyon scintillaient au loin. Un monde qui semblait si vaste, et dans lequel elle se sentait soudain si petite. Pourtant, quelque part dans cette ville, un homme à qui elle avait tendu la main sans rien demander en retour, reprenait peut-être connaissance, se souvenant lentement du visage d'une jeune femme qui, un matin de pluie, avait refusé de détourner le regard. Ce qu'Élodie ne savait pas encore, c'était que ce geste avait laissé une empreinte, invisible pour l'instant, mais décisive. Le matin suivant, lorsque le réveil d'Élodie retentit dans le silence humide de son petit appartement, elle resta un long moment immobile, le regard perdu dans le vide, incapable de bouger. Le poids de la veille pesait sur ses épaules comme une chape de plomb. Elle aurait voulu prolonger le sommeil, fuir la lumière du jour, mais la réalité l'attendait. Le loyer, les factures, la sœur, les études, tout ce fragile édifice menaçait de s'effondrer. Finalement, elle sortit du lit, s'assit au bord, inspira profondément, puis posa les pieds par terre. Elle s'habilla sans hâte, mit une vieille écharpe autour du cou et quitta l'appartement sous un ciel d'un gris uniforme, sans la pluie attendue. Tout semblait en suspens, l'air, les bruits, même le temps. Elle marcha dans les rues de Lyon, cherchant presque par réflexe un lieu familier, un repère rassurant. Mais tout semblait étranger. Les visages, les boutiques, les pavés luisants. Rien ne laissait présager qu'elle appartenait encore à cette ville. Elle décida d'aller jusqu'au café où elle avait travaillé la veille au soir, non pour y postuler, elle doutait de son courage, mais pour regarder le monde, céder à la curiosité ou peut-être à l'espoir futile d'y croiser un visage compatissant. En approchant, elle sentit un mélange amer de honte et de colère. Le réverbère du trottoir d'en face lui renvoya son reflet. Cheveux humides, regard cerné, posture voûtée. Elle s'arrêta une seconde, le cœur se serrant. Ce n'était plus la femme pleine d'énergie qu'elle avait été, mais une ombre parmi d'autres, dans une rue qui continuait sans l'attendre. À l'intérieur du café, l'ambiance était paisible, un soupir de normalité dans sa tempête intérieure. Les tables en bois vernissaient, l'odeur du café moulu, le va-et-vient discret des serveurs. Elle s'installa dans un coin, commandant un simple café noir, cherchant à noyer ses pensées dans la chaleur amère de la boisson. Mais l'instant de répit s'évapora vite. Deux clientes installées non loin la regardèrent avec un mélange de pitié et de curiosité. L'une d'elles chuchota quelque chose à l'oreille de l'autre en la fixant intensément. Élodie sentit leurs regards posés sur elle comme des juges silencieux.
Elle baissa les yeux, la gorge serrée. Leurs mots flottaient dans l'air, indifférents à sa présence. Elle savait qu'elle commentait son état, son manteau trempé, le regard hagard, l'attitude affaissée. Elle haïssait la honte qu'elle perçait dans leurs yeux, cette pitié condescendante qui la réduisait à un échec visible. Elle finit son café, paya d'un geste tremblant, et se leva. En sortant, elle entendit un murmure. C'est elle, la fille renvoyée hier. Son cœur lutta pour ne pas s'emballer. Elle sortit du café d'un pas rapide, sans arrêter de marcher tant que la façade sombre n'eut plus défilé dans son champ de vision. Dehors, le vent était froid. Elle enfouit les mains dans les poches de son manteau et avança sans but, comme guidée par un besoin d'être seule, loin des regards, loin du jugement. Le trajet qui la ramena chez elle lui sembla interminable. Chaque trottoir, chaque rue, chaque réverbère devenait un rappel cruel de sa chute. Elle s'imaginait les voisins, certains compatissants, d'autres froids, discutant derrière les rideaux tirés. Elle pensait à son entourage, sa mère, sa sœur, et se demandait comment elle annoncerait aux autres qu'elle n'avait plus rien, plus d'emploi, plus de repères, plus d'avenir stable. Le vide dans sa poitrine grandissait, se répandait comme une ombre silencieuse. De retour dans son appartement, elle s'effondra sur le lit. Elle pensa à abandonner, à tout laisser. Elle pensa revenir dans le village de sa mère, renouer avec une vie simple, modeste, mais loin de la douleur. Là-bas, les visages seraient peut-être plus doux, les attentes moins grandes, les jugements moins cruels. Elle imaginait marcher parmi les champs, voir les collines connues, entendre le chant des oiseaux et sentir le poids de la honte s'alléger un peu. Mais en même temps, elle savait que ce serait fuir son propre histoire, ses rêves, sa volonté de s'en sortir. Elle resta dans ce lit des heures, figée, envahie par la tristesse. Puis, finalement, elle se leva. Elle sortit un carnet qu'elle gardait caché, un vieux carnet à la couverture usée, où elle écrivait parfois des pensées, des rêves, des projets. Elle ouvrit une page blanche, prit un stylo, hésita, puis laissa tomber quelques mots, maladroits, incertains, comme un cri silencieux. « Si je ne peux pas rester ici, si je ne peux plus survivre, alors je partirai. » Elle relut ces mots et sentit, au fond d'elle, une braise fragile, une lueur d'une colère muette, d'une douleur si intime qu'elle en devenait presque sacrée, une lueur qui disait qu'elle ne se rendrait pas, qu'elle se battrait, peu importe les conséquences, peu importe la fatigue. Elle sortit enfin dans la rue. L'air nocturne, léger malgré le froid, lui fouetta le visage. Elle marcha longuement, sans direction. Parfois elle s'arrêtait, regardait les lumières de Lyon, les façades, les ombres projetées sur les trottoirs. Elle se sentait seule, très seule, mais aussi étrangement vivante. Son chagrin n'avait pas effacé son désir d'avancer. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait. Un travail, un espoir, une main tendue, peu importe. Juste un signe que sa vie n'était pas finie. Et dans ce vide, dans cette ville qu'il avait rejetée, elle décida qu'elle continuerait à marcher, jusqu'à trouver un chemin qui accepterait qu'elle soit beaucoup plus qu'un retard, qu'un geste mal jugé, qu'une erreur à ignorer. La nuit s'étira autour d'elle, silencieuse, indifférente, mais pour la première fois depuis des heures, elle ne craignait plus le jugement. Elle avait accepté ce qu'elle était devenue, une femme fatiguée, blessée, mais encore debout. Et dans le silence de la nuit lyonnaise, elle fit le serment silencieux de ne pas laisser cette humiliation la définir. La pluie avait cessé. Les mots méprisants, les regards furtifs, les ombres moqueuses, tout cela formerait un décor qu'elle traverserait, mais qu'elle ne laisserait pas définir la suite de son histoire. Elle allait se relever, lentement, douloureusement, mais définitivement. Le soir tombait lentement sur Lyon, enveloppant les rues d'une lumière jaune et floue. Élodie rentra chez elle, le pas lent, le cœur lourd, ses pensées encore embrouillées par l'humiliation subie, la froideur de sa supérieure, le café regardant à distance. La pluie avait cessé depuis des heures, mais l'atmosphère restait pesante, imprégnée d'un goût d'inachevé. Dans l'entrée de son modeste appartement, elle posa son sac avec lassitude, retira ses chaussures détrempées et marcha vers la petite vieille télévision, un appareil à tube qu'elle partageait avec sa mère. Elle alluma l'écran, cherchant distraitement un programme léger, un film, un reportage, quelque chose pour faire taire le vacarme intérieur qui la rongeait depuis ce matin. Les nouvelles locales défilaient, et l'image d'un grand bâtiment bordé d'arbres s'afficha à l'écran. Puis un plan se fixa sur une silhouette allongée, sur un lit d'hôpital.
Le visage de l'homme était flou, encadré par des tuyaux et des machines, son regard à demi fermé. Une voix grave commentait « Après un effondrement survenu ce matin dans la station de métro République, un homme transporté d'urgence se trouve entre la vie et la mort. Selon les premiers éléments, il serait un haut dirigeant de la société TMC Industry. » Le nom prononcé résonna dans l'appartement comme une bombe silencieuse. Julien Moreau. Élodie sentit son cœur rater un battement. Une photo floue apparut à l'écran. Un homme élégant, costume sombre, regard pénétrant, cheveux ramenés en arrière. Même si le plan n'était pas net, elle reconnut sans nul doute possible l'inconnu qu'elle avait aidé ce matin dans la station. Son esprit refusa un instant cette évidence. Comment croire que cet homme sale, hagard, qu'elle avait guidé dans un taxi au hasard d'un matin pluvieux, était le même que ce cadre important, respirant l'autorité et le pouvoir, affiché dans le journal télévisé comme un leader d'entreprise reconnu? Elle recula, tremblante, tétanisée. Le mélange d'angoisse, de surprise et de culpabilité monta en elle comme une marée. Elle pensa à la froideur de Madame Lefebvre, à ses collègues indifférents, au regard furtif, moqueur ou désolé. Elle pensa au regard confus de l'homme qu'elle avait aidé. Était-ce le même homme? Cet homme semblait maintenant précieux, entouré de soins médicaux, sous surveillance, accueilli par des visages sérieux et compatissants. Tout le contraire de cette foule ce matin, de ce silence glacial, de cette négligence collective. Les lèvres tremblantes, elle éteignit la télévision d'un geste brutal. Le salon s'obscurcit sous le clignotement de l'écran noir. Dans le silence soudain, elle sentit son souffle s'accélérer. Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Quelques larmes, silencieuses, montèrent sans qu'elle ne les retienne. Elle se recroquevilla dans le vieux canapé, le manteau enroulé autour de ses épaules pour tenter de se réchauffer, ou peut-être pour se protéger de ce qu'elle venait de découvrir. Elle repensa au taxi, à l'aide spontanée, à son choix irréfléchi de mettre l'humanité avant la ponctualité. Elle repensa à la fierté mêlée de peur qu'elle avait ressentie sur le trottoir ce matin, en aidant cet homme, à ce sentiment flou que son geste, pourtant si simple, ne serait peut-être pas oublié. Elle se demanda pourquoi personne ne l'avait prévenu, pourquoi la direction de l'entreprise n'avait pas émis d'avertissement. Pourquoi ce nom, Julien Moreau, ne lui disait rien dans le contexte du métro quand elle l'avait aidé? Était-ce un hasard cruel ou une coïncidence déroutante? Elle sombra dans un flot de questions sans réponse. Était-elle en danger? Ou allait-elle être remerciée, reconnue, réintégrée, valorisée? L'incertitude la coupa du monde, la plongea dans un état d'attente terrible, oppressée par le non-dit. Et tandis que la nuit lyonnaise s'écoulait au dehors, imperturbable, elle sentit ses repères vaciller. Elle resta ainsi, immobile, pendant de longues minutes, à observer l'obscurité derrière la vitre sale du salon. Chaque bruit, un cri lointain, une moto passant dans la rue, le frisson du froid, sembla soudain porteur d'un sens qu'elle ignorait. Elle frissonna, non du froid, mais de cette conscience soudaine. Le monde, parfois, prend des chemins mystérieux, transforme un acte anonyme en événement capital. Elle avait, sans le savoir, touché un destin, une vie importante. Elle avait hébergé un moment la fragilité d'un homme que la société estimait puissant, influent. Et ce geste, anodin pour beaucoup, devenait ce soir une vérité connue, partagée, visible. Dans le silence de l'appartement, elle se redressa lentement. Elle posa une main sur la hanche, l'autre sur le dossier du canapé. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration. La fatigue, l'humiliation, la culpabilité, tout se mêlait. Et pourtant, au creux de ce chaos intérieur, une étincelle timide se leva. Pas l'espérance naïve, pas la certitude d'une rédemption facile, mais un sentiment nouveau, celui qu'elle pourrait encore décider de sa vie, qu'elle pourrait transformer ce désastre en un tournant, que son geste, dans un monde qui oublie trop vite, n'était pas vain. Elle resta debout un moment immobile, absorbée par ses pensées. Puis elle posa la tête contre le dossier du canapé, les yeux fermés, le cœur battant toujours trop vite, mais déjà tourné vers l'inconnu. Un inconnu qui lui donnerait peut-être une chance de comprendre, de réparer, de renaître, ou tout simplement une chance de voir ce qu'il adviendrait. La nuit avança, silencieuse, lourde, porteuse de promesses impalpables. Et pour la première fois depuis des heures, elle ressentit que le cours de sa vie venait de basculer, sans qu'elle l'ait prévu, sans qu'elle l'imagine.
rien ne serait plus comme avant. 2 jours s'étaient écoulés depuis qu'Élodie avait vu le journal télévisé. 2 jours de silence, de doute, d'un tourbillon de pensées qui ne la laissait pas respirer. Malgré les encouragements discrets de sa mère et les mots doux de sa sœur au téléphone, elle n'avait toujours pas trouvé la force de parler de ce qu'elle avait vu. Elle avait revu plusieurs fois le visage de Julien Moreau dans les reportages, cherché des articles sur sa santé, sur ce qui s'était passé ce matin-là, mais aucune mention de l'aide reçue à la station de métro. Rien ne parlait d'elle, comme si son geste avait été effacé. Elle en était venue à douter de tout. Avait-elle rêvé cette coïncidence? Était-ce bien lui? Le doute s'immisçait à chaque instant, au point qu'elle en avait presque honte de s'être crue importante. Ce matin-là, elle décida de reprendre sa recherche d'emploi. Le froid de novembre glaçait les rues de Lyon et le ciel d'un gris uniforme donnait au trottoir une allure encore plus sombre. Elle sortit de chez elle avec une pile de CV dans son sac, bien rangée dans une pochette plastique qu'elle tenait fermement. Elle avait ciblé quelques entreprises et petites boutiques dans les arrondissements les plus proches. Elle n'attendait pas grand-chose. Pas d'opportunité, pas de miracle, juste une occasion de se sentir à nouveau utile, active, vivante. Les premières heures passèrent sans aucune réponse concrète. Des sourires polis, des refus déguisés, des formules toutes faites. À la 5e porte refermée avec indifférence, elle sentit ses épaules s'affaisser légèrement. Le souvenir de la tour où elle travaillait, de l'open space, des collègues, même les plus silencieux, lui revint en mémoire avec une violence inattendue. Elle n'avait pas aimé ce poste, mais au moins elle y existait. Là, elle redevenait invisible. Vers midi, alors qu'elle longeait une ruelle bordée de petits commerces, elle entendit quelqu'un prononcer son nom d'une voix claire, mais hésitante. « Mademoiselle Martin ?» Elle s'arrêta brusquement, surprise que quelqu'un la reconnaisse dans ce quartier qu'elle fréquentait rarement. Un homme élégant, costume gris foncé bien taillé, écharpe bleue nouée autour du cou, s'approchait d'elle avec précaution. Il tenait une enveloppe dans une main et une mallette dans l'autre. Il n'avait pas l'air menaçant, mais son allure contrastait fortement avec le décor. Elle recula d'un pas, méfiante. « Pardonnez-moi de vous aborder ainsi, » dit-il calmement. « Je m'appelle Marc Delattre. Je suis l'assistant personnel de Julien Moreau. Il m'a chargé de vous trouver. » Le nom résonna dans son esprit comme une détonation. Elle ne répondit pas tout de suite, le regard fixé sur l'homme, ses pensées tourbillonnant trop vite pour qu'elle puisse les exprimer. Il s'approcha un peu plus, toujours avec retenue. Il m'a raconté ce qu'il a vécu ce matin-là. Il ne savait pas votre nom, il ne savait pas comment vous retrouver, mais après avoir repris ses esprits, il n'a cessé de parler de cette jeune femme qui l'a aidé sans poser de questions. Il vous doit beaucoup, et il tient à vous remercier personnellement. Élodie sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle avait tellement douté, tellement remis en cause ses souvenirs, qu'entendre ce récit prononcé par un inconnu au visage sérieux lui donna presque le vertige. Elle secoua légèrement la tête, encore confuse. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. Julien a demandé à l'équipe de sécurité d'analyser les caméras de la station et de l'entrée de l'immeuble. Ensuite, il a fait recouper les informations avec les registres internes de l'entreprise. C'est comme cela que nous avons pu identifier votre nom. Le reste a été une simple recherche administrative. Elle resta muette. Une part d'elle voulait croire à cette histoire, l'autre avait encore peur d'un malentendu, d'un piège, d'une humiliation supplémentaire. L'homme, sentant son hésitation, ajouta avec calme « Il est actuellement à Paris, en convalescence. Il m'a demandé de vous y conduire, si vous acceptez, bien sûr. Il souhaite vous remercier de vive voix. Paris. » Ce mot, si souvent chargé de promesses pour d'autres, sonnait pour elle comme un territoire lointain, presque irréel. Elle n'y était allée qu'une seule fois, lors d'une sortie scolaire. Aujourd'hui, l'idée de quitter Lyon, même temporairement, lui semblait vertigineuse. Mais au fond d'elle, quelque chose s'éveillait. Une voix timide, différente de la peur ou de la colère, une voix qui lui soufflait « Et si ?» Elle demanda un instant de réflexion, s'éloigna de quelques pas, puis regarda autour d'elle. Les vitrines ternes, les passants indifférents, les rues qu'elle connaissait par cœur, tout cela représentait un monde qu'elle tentait désespérément de quitter, un monde qui ne lui avait laissé aucune place, aucun respect. Alors elle revint vers Marc Delattre, leva les yeux vers lui et dit simplement « Je viens ». Il lui sourit, d'un sourire professionnel mais sincère,
puis sortit de sa poche un billet de train, déjà réservé. Le départ est à 16 heures, depuis la gare de Lyon-Part-Dieu. J'ai réservé un compartiment discret pour plus de confort. Ils se quittèrent là, chacun de leur côté, et elle marcha lentement jusqu'à chez elle pour préparer un petit sac. Elle n'avait que peu de vêtements convenables, mais cela importait peu. Elle ressentait une nervosité inhabituelle, mêlée à une curiosité nouvelle. Elle ne savait pas ce qu'elle allait trouver à Paris, ni pourquoi un homme comme Julien Moreau voulait la voir. Mais elle sentait que ce voyage ne serait pas anodin. Et pour la première fois depuis des jours, elle quitta son appartement sans penser au poids du passé, mais à la possibilité d'un avenir encore incertain. Le train en direction de Paris-Part-Dieu partit à l'heure, emportant Élodie vers un avenir dont elle ne savait encore rien. Elle était installée dans un compartiment tranquille, aux vitres légèrement teintées, avec une bouteille d'eau, un sachet de fruits secs et une serviette grise pliée à côté d'elle. Marc Delattre avait disparu juste après l'avoir conduite à son siège, prétextant un appel urgent. Elle ne l'avait plus revu depuis. Durant les 2 heures du trajet, Élodie ne cessa de regarder par la fenêtre, observant les champs, les routes, les collines floues sous le ciel d'automne. Chaque minute l'éloignait un peu plus de Lyon, de son quotidien, de sa réalité d'avant. Son cœur battait vite, pas de peur, mais d'appréhension. Elle se répétait encore et encore que tout cela était réel, que Julien Moreau, le PDG de TMC Industries, l'homme à la tête d'une entreprise qu'elle avait quittée dans la honte, souhaitait la voir, la remercier, lui parler en personne. L'idée même lui semblait improbable, et pourtant elle s'y rendait. Elle n'avait pas prévenu sa mère, par crainte de l'inquiéter ou de la décevoir si tout cela n'aboutissait à rien. Elle avait simplement laissé un mot sur la table. « Je pars pour Paris. Je t'expliquerai tout à mon retour. » Ce fut le seul mensonge qu'elle s'autorisa. À son arrivée à Paris, un chauffeur l'attendait avec un écriteau portant son nom. Elle monta dans une berline noire silencieuse, conduite avec aisance à travers les artères encombrées de la capitale. Le véhicule s'arrêta devant une clinique privée discrète, située dans un quartier résidentiel paisible du 16e arrondissement. La façade de pierre claire, les jardinières impeccables et les vitres opaques donnaient à l'établissement un air d'élégance feutrée. Un infirmier vint l'accueillir dès sa descente du véhicule. Il n'y eut pas de formalité, pas de salle d'attente, pas de questions. Juste un long couloir blanc, un ascenseur silencieux, un étage calme, puis une porte entr'ouverte d'où filtrait une lumière douce. Julien Moreau se tenait là, assis dans un fauteuil près de la fenêtre. Il portait une chemise bleue claire, sans cravate, et un gilet gris. Son visage semblait reposé, même s'il conservait quelques traces de fatigue. Il se leva lentement, avec la dignité de ceux qui ont connu des jours bien pires, et s'avança vers elle. Lorsqu'il parla, sa voix n'était pas celle d'un PDG sûr de lui, mais d'un homme profondément reconnaissant. « Élodie Martin, je suppose », dit-il avec un demi-sourire. Elle acquiesça sans dire un mot, incapable de croire qu'il se souvenait d'elle, qu'il avait pris le temps de chercher qui elle était, de la faire venir ici. Julien lui tendit la main. Elle la serra, doucement. Il l'invita à s'asseoir dans le fauteuil en face du sien, puis, pendant quelques secondes, ils restèrent là, en silence, à s'observer mutuellement, chacun tentant de comprendre qui était vraiment l'autre. « Je ne sais pas comment vous remercier, » reprit-il. « Ce matin-là, je ne savais plus qui j'étais, ni où j'étais. J'ai eu un malaise brutal, une perte totale de repères. Je me souviens simplement de votre voix, de vos gestes, de cette façon dont vous m'avez parlé, comme à un être humain, sans jugement, sans peur. Vous auriez pu continuer votre chemin comme les autres, mais vous êtes resté, et cela, je ne l'oublierai jamais. » Élodie, émue, sentit sa gorge se serrer. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Julien poursuivit. « Quand j'ai repris mes esprits, la première chose que j'ai demandé, c'était de vous retrouver. J'ai passé ma carrière à bâtir, à diriger, à faire des choix, mais je crois que je n'ai jamais été aussi bouleversé que par ce moment-là. Vous m'avez sauvé, au sens littéral du terme, et je me suis dit que je devais vous connaître. » Elle finit par trouver sa voix, timide mais claire. « Je n'ai fait que ce qui me semblait juste. Je ne savais pas qui vous étiez. J'ai simplement vu quelqu'un en difficulté. » Il sourit, hocha lentement la tête. « Justement, c'est ce qui rend votre geste encore plus fort. Vous avez agi sans rien attendre en retour. Et pourtant, vous avez tout perdu. » Elle baissa les yeux, mal à l'aise.
revivant intérieurement sa convocation brutale, la froideur de Madame Lefebvre, l'humiliation dans l'open space. Julien sembla percevoir sa douleur. « J'ai appris ce qui s'est passé. Votre licenciement. Le silence de vos collègues. Je n'ai pas été surpris, malheureusement. Trop souvent, les structures que nous créons deviennent inhumaines, rigides, incapables de voir l'humain derrière les chiffres. » Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis se retourna vers elle. « Je voudrais réparer cela, pas seulement pour vous remercier, mais parce que je crois que vous avez quelque chose de rare, une qualité que je cherche depuis longtemps dans mes équipes, mais que je ne trouve presque jamais. L'authenticité. » Élodie le regarda, interdite. « Je ne suis qu'une ancienne assistante administrative, sans expérience dans les hautes sphères, sans diplôme encore complet, dit-elle d'un ton prudent. Et pourtant, vous avez fait preuve de plus de valeur en quelques minutes que beaucoup de mes cadres en plusieurs années. » Le silence s'installa à nouveau, lourd de sens. Julien s'approcha de son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit une pochette qu'il posa devant elle. « Voici ce que je vous propose. Un poste au sein de notre département des projets sociaux. Un rôle à la fois opérationnel et stratégique. Je veux que vous soyez là où l'on pense à ceux que le système oublie, où votre regard, votre sensibilité, votre instinct peuvent réellement changer les choses. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. L'offre était concrète. Elle la lisait, noir sur blanc, dans les termes simples d'un contrat préliminaire. Mais elle sentit aussi une tension naissante. « Ce poste nécessite-t-il que je déménage à Paris ?» demanda-t-elle, la voix hésitante. Julien acquiesça. « C'est le seul obstacle. Il implique une présence régulière, une grande disponibilité. Je comprends que cela puisse poser problème, mais je voulais vous l'offrir en personne sans vous mettre de pression. » Elle resta là, son regard glissant sur les feuilles, puis sur le visage de cet homme qui, en l'espace de quelques heures, avait renversé la logique de sa semaine. Elle pensa à sa sœur, à sa mère, à ses obligations du week-end, à ce fragile équilibre qu'elle avait mis des années à construire. Et malgré cela, au fond d'elle, une certitude commençait à naître. Ce moment, cette proposition, ce regard posé sur elle, sans condescendance, valèrent la peine d'être considérés. Julien, lui, resta silencieux, laissant le choix entre ses mains. Rien n'était imposé. Tout était à construire. Le retour d'Élodie à Lyon après sa visite à Julien Moreau se fit dans un silence pesant. Durant tout le trajet en train, elle resta absorbée par les pages du contrat glissées dans sa sacoche. Les mots imprimés semblaient irréels, coordinatrice des projets sociaux, mission à Paris, salaire motivant avec évolution rapide. Chaque ligne remettait en question ce qu'elle pensait savoir de sa propre valeur, de son avenir, de sa place dans le monde du travail. Elle relisait sans cesse les mêmes paragraphes, comme pour s'assurer que ce n'était pas une erreur, qu'on ne s'était pas trompé de destinataire. Rien, dans sa vie passée, ne l'avait préparée à un tel changement. Lorsqu'elle arriva à l'appartement, sa mère l'attendait dans la cuisine, inquiète mais soulagée de la revoir. Élodie lui raconta tout, sans omission, sans tentative d'atténuer les faits. Elle décrivit la rencontre avec Julien, son attitude respectueuse, la sincérité dans ses propos, la proposition professionnelle. Sa mère l'écouta en silence, les mains posées sur la table, le regard fixé sur le visage de sa fille. Puis, d'une voix douce, elle dit simplement « Tu as été vue pour qui tu es, pas pour ce que tu faisais. Ça n'arrive pas souvent. » Élodie acquiesça, mais ne répondit pas, car derrière l'excitation de cette opportunité se cachait un dilemme bien plus profond. Accepter ce poste signifiait quitter Lyon, quitter sa famille, abandonner au moins temporairement ses responsabilités envers sa sœur qu'elle accompagnait chaque week-end depuis le début du lycée. Sa mère, bien qu'aimante, n'avait plus la même énergie qu'avant pour gérer seule toutes les obligations. La cadette, encore adolescente, comptait énormément sur Élodie, autant comme modèle que comme soutien émotionnel. Partir pour Paris, c'était briser un équilibre précaire bâti à force de compromis et de sacrifices. Les jours suivants furent marqués par des allers-retours constants entre l'envie d'oser et la peur de décevoir. Élodie essayait d'imaginer sa vie dans la capitale, dans un bureau moderne, au sein d'une équipe valorisant des idées, des projets humains. Elle imaginait aussi les trajets en métro, les soirées d'hiver seules dans un studio inconnu, loin de ceux qu'elle aimait. Elle n'avait jamais été de celles qui partent sans se retourner. Chaque attachement comptait pour elle. Chaque lien était un poids, mais aussi une encre. Elle tenta d'en parler avec sa sœur lors d'un dîner. Elles étaient seules,
assises face à face, les assiettes encore chaudes entre elles. Élodie hésita longuement puis finit par aborder le sujet. « Et si je devais partir à Paris pour travailler, pour une vraie opportunité ?» La jeune fille releva la tête, surprise mais attentive. Élodie enchaîna, lui expliquant tout. Julien, la proposition, les conditions, la nécessité d'être disponible en semaine. Sa sœur resta silencieuse un instant, puis baissa les yeux vers sa fourchette. « Tu penses que je ne peux pas m'en sortir sans toi ?» Élodie secoua la tête, déjà sur la défensive. « Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je ne veux pas que tu te sentes abandonnée. Je sais que maman est souvent fatiguée, que tu as encore besoin de soutien. » Sa sœur la coupa, cette fois avec douceur mais fermeté. « Tu as toujours été là, même quand personne ne l'était. Tu as sacrifié tes études, ton sommeil, ton argent, pour que tout le monde aille bien. Mais maintenant, c'est à ton tour. Tu as le droit de penser à toi. » Élodie sentit une émotion forte lui monter à la gorge. Ce qu'elle venait d'entendre n'était pas une permission, c'était une libération. Comme si, en une phrase, sa sœur lui avait redonné le droit de choisir sa vie. Le lendemain matin, elle contacta Marc Delattre. Sa voix au téléphone était posée, rassurante. Il la remercia de son appel, lui rappela que la proposition tenait toujours, qu'il n'y avait aucune urgence, mais que Julien serait heureux de savoir sa décision. Elle demanda 24 heures supplémentaires pour organiser ses affaires. Il accepta sans discuter. Élodie passa cette journée à trier ses effets personnels. Elle mit de côté les objets qu'elle emporterait avec elle. Quelques vêtements professionnels, son ordinateur portable, un carnet à spirale rempli de notes et de dessins, une photo de famille encadrée. Elle laissa derrière elle ses romans, ses souvenirs d'étudiante et une partie de ses habitudes. Ce départ, même temporaire, avait une signification profonde. Elle ne fuyait pas, elle avançait. Elle ne renonçait pas à sa famille. Elle croyait en leur capacité à tenir, même sans elle. Lorsqu'elle monta dans le train pour Paris, un sac à la main, un billet électronique dans l'autre, elle ne ressentit pas de peur, juste un mélange puissant de détermination et de lucidité. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle avait fait un choix, son choix. À son arrivée, un nouvel appartement l'attendait, un petit logement de fonction situé non loin des bureaux de l'entreprise, meublé sobrement mais avec soin. Le lendemain, elle fut accueillie par une responsable du département des projets sociaux, une femme nommée Béatrice, énergique, directe, curieuse. Elle lui fit visiter les lieux, lui présenta ses missions, lui confia un premier dossier. Très vite, Élodie comprit que ce poste allait exiger d'elle bien plus qu'un simple transfert administratif. Elle aurait des décisions à prendre, des idées à proposer, des gens à écouter, mais surtout, elle aurait une place. Les jours suivants furent intenses, mais gratifiants. Julien Moreau, encore en convalescence, lui envoyait de temps en temps des messages pour suivre ses débuts. Elle lui répondait avec concision, mais toujours avec respect. Un lien étrange, fait d'estime et d'une reconnaissance réciproque, s'était installé entre eux. Pas de familiarité déplacée, pas d'insistance. Juste une confiance professionnelle, en train de naître, ancrée dans ce souvenir commun d'un matin de pluie et d'un geste simple. À mesure que les semaines passaient, Élodie s'adapta à ce nouvel univers. Elle découvrit des collègues passionnés, des projets engagés, des publics en difficulté qui trouvaient enfin une oreille attentive. Elle commença à y croire, pas seulement au travail, mais à sa légitimité, à sa valeur. Et dans les couloirs vitrés de ce nouveau monde, elle marchait désormais droite, décidée, prête à écrire une nouvelle page de son histoire. Le rythme parisien s'était imposé à Élodie comme un courant qu'elle avait d'abord subi, puis appris à apprivoiser. Les journées au bureau étaient longues, ponctuées de réunions, d'échanges, de présentations. Chaque matin, elle se levait avant 7 heures, prenait un petit déjeuner rapide dans sa kitchenette, vérifiait ses mails, révisait ses dossiers, puis marchait d'un pas pressé jusqu'au bâtiment de verre et d'acier où elle travaillait désormais. Elle s'était adaptée, oui, mais au fond d'elle, quelque chose restait en suspens. Une tension sourde, un déséquilibre discret mais constant. Son cœur, malgré les signes évidents de réussite, ne parvenait pas à trouver la paix. Ce sentiment, elle ne l'avait pas identifié tout de suite. Il était d'abord venu par vagues, une fatigue plus marquée le soir, un regard prolongé sur les photos de sa sœur restées sur son bureau, une sensation de vide
en sortant seule du bureau alors que la ville brillait de mille feux. Puis, peu à peu, le doute s'était installé. Elle avait accepté cette vie nouvelle avec gratitude, consciente de la chance rare qui lui avait été offerte. Pourtant, au fond, une question revenait sans cesse. À quel prix? En se jetant dans ce nouveau rôle, avait-elle tourné le dos à une partie d'elle-même? Le travail qu'elle accomplissait était loin d'être anodin. Elle était chargée de piloter des projets destinés à intégrer des jeunes défavorisés dans le monde professionnel. Elle visitait des quartiers populaires, rencontrait des associations locales, dialoguait avec des responsables politiques. Son nom, bien que nouveau dans ce milieu, commençait à circuler avec respect. Elle était écoutée, consultée, parfois même citée. Mais au milieu de cette reconnaissance naissante, elle sentait aussi le poids d'une transformation qu'elle n'avait pas entièrement choisie. Dans les couloirs du bureau, certains collaborateurs la saluaient avec chaleur, d'autres avec distance. Certains murmuraient encore à son passage, intrigués par cette femme venue de nulle part, entrée par une porte que peu comprenaient. Il y avait de la curiosité, parfois de la jalousie. On questionnait à voix basse son parcours, sa proximité supposée avec Julien Moreau, son ascension rapide. Élodie faisait mine de ne rien entendre, mais ses remarques l'atteignaient. Non pas parce qu'elles contenaient une part de vérité, mais parce qu'elles remettaient en cause ce qu'elle avait cru mériter. Parfois, elle repensait à Madame Lefebvre, à la scène du licenciement, à cette sentence glaciale, à cette humiliation publique. Elle se demandait ce qu'elle penserait aujourd'hui, en la voyant évoluer dans les sphères où elle-même n'aurait jamais été invitée. Et cette pensée ne la réconfortait pas. Elle ne nourrissait aucune vengeance. Elle voulait juste comprendre pourquoi la bonté avait été perçue comme une faute et pourquoi elle devait aujourd'hui se justifier de l'avoir été. Les week-ends, elle appelait régulièrement sa mère et sa sœur. Elle s'efforçait de garder une voix légère, de ne pas montrer qu'elle peinait. Sa sœur lui racontait ses devoirs, ses projets d'avenir, ses inquiétudes adolescentes. Sa mère évoquait le jardin, les courses, les voisins. Ses appels devenaient des bouées, mais aussi des rappels de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Le sentiment de distance ne venait pas uniquement des kilomètres, mais de ce qu'elle ne partageait plus. Elle n'était plus là pour les petits gestes du quotidien, pour les silences partagés dans la cuisine, pour les discussions au pied du lit. Un soir, alors qu'elle rentrait tard d'un dîner professionnel, elle s'arrêta sur un pont surplombant la Seine. Les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau noire, les péniches glissaient lentement au loin. Elle resta là, sans bouger, à fixer le fleuve. Elle pensa à ce qu'elle était devenue, à ce qu'elle voulait être. Elle n'enviait pas sa vie d'avant, mais elle ne voulait pas non plus devenir une version d'elle-même qui aurait tout oublié. Elle refusait de se transformer en quelqu'un d'indifférent, d'endurci, de distant. Ce conflit intérieur la rongeait, nuit après nuit. Elle n'en parlait à personne, ni à ses collègues, ni à Julien, qui continuait à la suivre de loin avec un mélange de respect professionnel et de chaleur discrète. Il n'était jamais intrusif, mais toujours présent. Elle savait qu'il attendait beaucoup d'elle et elle craignait de le décevoir. Non pas par incompétence, mais par fatigue, par incapacité à s'adapter entièrement. Un samedi, elle décida de rentrer à Lyon pour le week-end, sans prévenir, juste pour voir les siens. Sa sœur l'accueillit à bras ouverts, sa mère la serra longtemps contre elle, comme si elle avait compris ce que sa fille n'avait pas osé dire. Le soir, elles dînèrent ensemble, simplement, comme avant. Et c'est au détour d'une phrase banale que sa sœur lui dit sans détour « Tu sais, tu passes ton temps à aider les autres, mais tu ne te laisses jamais aider. C'est peut-être le moment de t'écouter un peu, non ?» Élodie, touchée, ne répondit pas tout de suite. Elle sentit une boule dans la gorge, ce genre d'émotion qui vous prend au dépourvu. Elle sourit à sa sœur, la remercia d'un regard, puis se leva pour aller chercher du dessert. Ce moment, cette phrase, venait de réveiller quelque chose en elle. Une vérité simple mais essentielle. Elle comprit ce soir-là qu'elle avait le droit de douter, le droit de se poser, le droit de redéfinir ses priorités, même au beau milieu d'un succès. Elle ne voulait pas renoncer à Paris, à ce qu'elle construisait, à ce qu'elle apprenait, mais elle voulait le faire à sa manière, sans se perdre, sans oublier pourquoi elle avait été choisie, non pas pour son ambition, mais pour sa sincérité. Elle allait continuer, mais désormais en écoutant aussi ses propres besoins, ses limites, ses envies, sans honte, sans peur, parce qu'elle n'était pas une héroïne, elle était simplement Élodie.
Et cela suffisait. Le retour à Paris, après ce court séjour à Lyon, fut pour Élodie différent de tous les précédents. Elle ne se sentait plus en transit entre deux mondes, ni étrangère dans une ville trop vaste. Quelque chose en elle s'était affirmé. Elle ne savait pas encore si c'était une certitude ou une acceptation, mais une chose était sûre, elle n'allait plus avancer dans cette vie par simple gratitude ou par peur de décevoir. Dorénavant, elle avancerait par choix. Ce constat, simple en apparence, transforma radicalement sa posture, son regard, ses décisions. Dès le lundi, en franchissant les portes vitrées du siège de TMC Industries, elle adopta une nouvelle attitude. Ni arrogance, ni défiance, mais une présence plus assurée, plus calme. Elle n'avait pas besoin de s'excuser d'être là. Elle n'avait pas non plus à prouver à chaque instant qu'elle méritait sa place. Sa valeur, elle l'avait déjà démontrée par ses actions. À elle maintenant de construire sur cette base, à son rythme, avec ses convictions. Julien Moreau la convia ce jour-là à une réunion privée dans un des petits salons du dernier étage. L'endroit était sobre, aux murs habillés de bois clair et de grandes fenêtres donnant sur les toits de Paris. La lumière de l'automne baignait la pièce d'une clarté douce. Il l'accueillit avec son habituelle élégance discrète, sans marque de hiérarchie pesante. Ils ne parlaient jamais de leurs débuts respectifs, ni du matin du métro, comme si le lien entre eux n'avait pas besoin d'être constamment rappelé pour exister. Ce jour-là, il lui demanda simplement comment elle se sentait dans ses fonctions. Élodie, sans détour, exprima ce qu'elle avait sur le cœur. Elle parla de l'intensité du poste, de l'impact réel des projets, mais aussi de la difficulté de tout concilier. Sa nouvelle vie, la distance avec sa famille, la pression implicite qu'elle ressentait. Julien l'écouta sans l'interrompre, hochant parfois lentement la tête, posant de rares questions pour préciser ses propos. Puis il se redressa et dit « Ce que vous venez de dire, peu de gens auraient eu le courage de l'exprimer ici. Merci de ne pas jouer un rôle. Vous avez toute ma confiance. » Cette reconnaissance, calme mais ferme, fut pour Élodie un déclencheur. Elle décida, dans les jours suivants, de repenser entièrement sa manière de travailler. Elle réorganisa son planning pour préserver ses week-ends à Lyon, installa une routine plus équilibrée, délégua certaines tâches opérationnelles à des collègues en qui elle avait confiance. Surtout, elle mit en place un système de suivi hebdomadaire permettant de mesurer concrètement l'impact de chaque projet afin de pouvoir justifier ses choix avec clarté et transparence. Très vite, son implication porta ses fruits. Les retours du terrain étaient excellents. Les associations locales se montraient enthousiastes. Certains partenaires privés augmentèrent leur soutien financier et plusieurs jeunes bénéficiaires commencèrent à intégrer des formations qualifiantes ou des stages en entreprise. Élodie ne se contentait pas de coordonner. Elle écoutait, ajustait, réagissait. Elle était sur le terrain autant qu'en réunion. Elle ne cherchait pas la perfection, mais la cohérence entre les discours et les actes. Julien, de son côté, continua de l'observer avec une attention bienveillante. Il venait parfois aux réunions de suivi, participait à certaines rencontres, partageait ses propres expériences avec humilité. Leur relation devint plus étroite, sans pour autant franchir la ligne du professionnel. Mais quelque chose d'invisible et de mutuel semblait évoluer entre eux. Il y avait un respect profond, une forme de complicité silencieuse. Parfois, un regard suffisait à se comprendre. Pas besoin de longs discours. Un après-midi, après une présentation publique d'un projet pilote dans un quartier sensible de la banlieue parisienne, Julien lui proposa de la raccompagner. Dans la voiture, ils restèrent un moment sans parler. Puis il brisa le silence d'un ton posé. « Vous savez, lorsque je vous ai rencontré ce jour-là, je n'étais pas seulement malade. J'étais aussi au bord de la rupture. Trop de pression, trop de décisions mécaniques, plus assez de sens. Votre geste a été comme un signal. » Elle l'écouta surprise mais touchée par cette confession. « Vous m'avez rappelé qu'il était possible d'agir simplement, sans attente, sans stratégie. J'ai voulu vous offrir un poste, c'est vrai, mais vous avez transformé ce cadeau en mission. Et pour cela, je vous dois bien plus que de la reconnaissance. » Élodie resta silencieuse un instant, puis répondit doucement « Je voulais juste faire les choses bien, même si parfois je doute encore d'en être capable. » Il tourna lentement la tête vers elle et lui dit « Vous ne le voyez peut-être pas, mais vous êtes déjà en train de changer la vie de beaucoup de gens. Et, si je puis me permettre, la mienne aussi. » Elle ne sut que répondre à cela. Son regard se perdit un instant dans le paysage parisien qui défilait derrière la vitre. Ce moment,
simple, sincère, marqua un tournant dans leur relation. Sans que rien ne soit dit de plus, il laissa derrière lui une promesse muette, celle d'un avenir encore à écrire, ensemble ou non, mais nourri d'un respect indélébile. Dans les semaines qui suivirent, Élodie fut invitée à participer à des rencontres stratégiques au sein de l'entreprise. Elle apportait un regard neuf, une parole différente, ancrée dans la réalité du terrain. On ne l'écoutait pas seulement parce qu'elle avait été la jeune femme qui avait aidé le PDG, mais parce qu'elle savait de quoi elle parlait. Elle devenait une référence discrète, une présence stable, une voix qu'on consultait. Et surtout, elle n'avait pas sacrifié ce qu'elle était. Elle était restée fidèle à ses valeurs, à ses attaches, à sa sincérité. Elle n'avait pas fui Lyon, elle y retournait régulièrement. Elle n'avait pas abandonné sa famille, elle les appelait chaque soir. Elle n'avait pas trahi ses principes, elle les avait traduits en actions concrètes. C'était cela sa vraie victoire. Pas d'avoir obtenu un poste, pas d'avoir été repéré, mais d'avoir tenu bon, dans un monde qui exige souvent qu'on se transforme pour exister. Elle avait trouvé une voie où elle pouvait enfin être utile, écoutée, respectée, une voie qu'elle n'avait pas cherchée, mais qu'elle avait méritée par sa simple humanité. Et désormais, elle savait que tout ce qu'elle allait construire serait fondé sur cette force-là, l'intégrité. La réussite d'Élodie ne passa pas inaperçue au sein de TMC Industries. En quelques mois, elle était devenue une figure respectée, autant dans les cercles internes qu'auprès des partenaires extérieurs. Sa gestion rigoureuse, son engagement sincère et son approche humaine séduisaient. Les jeunes bénéficiaires de ces projets témoignaient de réels progrès. Les associations la recommandaient avec enthousiasme. Julien Moreau, bien qu'encore discret dans les coulisses, continuait de la soutenir. Mais toute cette reconnaissance, si méritée qu'elle fût, ne pouvait que susciter jalousie, rancune et rivalité. Et parmi ceux que cette ascension dérangeait, il y avait une figure du passé qu'Élodie aurait préféré ne jamais recroiser. Un matin de janvier, alors qu'elle entrait dans l'immeuble pour assister à une réunion stratégique, elle croisa dans le hall une silhouette familière. Tailleur rigide, regard dur, démarche sèche. Madame Lefebvre, son ancienne supérieure à Lyon. Celle-là même qui l'avait licenciée sans lui laisser le moindre mot de défense. Elle était là, badge de collaboratrice autour du cou, en pleine discussion avec deux cadres du service financier. À la vue d'Élodie, son regard se fixa brièvement, sans un mot, mais le pli de ses lèvres trahit sa surprise mêlée d'agacement. Ce fut plus qu'un choc visuel, ce fut un retour brutal d'une douleur à peine refermée. Élodie poursuivit son chemin sans répondre, mais intérieurement elle sentit son ventre se nouer. Que faisait-elle ici ? Pourquoi cette femme, qui l'avait traitée comme une charge à éliminer, se retrouvait-elle maintenant dans le même bâtiment, probablement dans la même organisation ? Elle n'eut pas longtemps à attendre pour le découvrir. Le lendemain, un email circula. Madame Lefebvre venait d'être nommée chef de projet senior au sein du département logistique de Paris dans le cadre d'une réorganisation. Elle n'était donc plus simplement une figure du passé, elle devenait un obstacle bien présent. Au départ, Élodie tenta de l'ignorer. Elle se concentra sur ses missions, évita les étages où elle risquait de la croiser, garda ses distances. Mais ce n'était pas suffisant. Rapidement, elle sentit une tension sourde s'installer dans les échanges interservices. Des retards inexpliqués apparaissaient dans les livraisons de matériel pour les centres d'insertion. Des documents étaient modifiés sans son autorisation. Certains prestataires affirmaient avoir reçu des consignes contraires à celles qu'elle avait validées. Elle mit du temps à comprendre que tout cela formait un schéma cohérent. C'était subtil, jamais frontal. Mais derrière ces désorganisations ponctuelles, elle devinait la main d'une volonté précise. Une tentative d'affaiblir sa crédibilité, de remettre en cause son efficacité, d'instiller le doute dans l'esprit des autres cadres. Elle en parla à Béatrice, sa supérieure directe, qui la soutenait depuis le début. Ensemble, elles analysèrent les incidents, remontèrent les flux, identifièrent les incohérences. Tout pointait vers la même source, mais il manquait encore une preuve formelle. L'occasion se présenta quelques semaines plus tard lors d'un audit interne. Le cabinet externe chargé d'évaluer la fluidité des processus constata des anomalies graves dans la chaîne de logistique, des emails falsifiés, des ordres de commande contournés, des stocks manquants. Une réunion de crise fut convoquée. Julien Moreau, remis sur pied, y assista personnellement. Lorsque les résultats furent présentés, Élodie resta silencieuse.
mais prête à répondre. Ce fut l'auditrice qui désigna clairement les fautes rattachées au service de Madame Lefebvre. Julien, après avoir consulté les documents, leva calmement les yeux vers Madame Lefebvre. « Vous avez quelque chose à dire ?» L'ancienne superviseure tenta de se défendre, évoquant un malentendu, une surcharge de travail, un manque de clarté dans les consignes. Mais le ton n'y était plus. Ce n'était pas la femme sûre d'elle qu'Élodie avait connue. C'était une professionnelle en faute, prise dans ses propres manœuvres. Julien se tourna alors vers Élodie et déclara « Madame Martin, il semble que vous ayez fait preuve de retenue remarquable durant cette période. Vous auriez pu vous plaindre, accuser, alimenter les tensions. Vous avez préféré régler les choses avec méthode. C'est la marque d'un vrai sens des responsabilités. » Puis il revint à Madame Lefebvre. « Nous n'avons pas de place ici pour ceux qui sabotent. Votre contrat sera résilié immédiatement. » La décision tomba claire, sans appel. Élodie n'eut pas besoin de jubiler. Elle ne ressentait ni vengeance ni triomphe. Juste un soulagement discret, une validation silencieuse de son intégrité. Les jours suivants, plusieurs collègues vinrent la voir pour lui témoigner leur respect. Certains, qui jusque-là l'avaient observée avec distance, commencèrent à lui parler plus librement. Elle n'avait pas gagné une bataille. Elle avait gagné une place légitime, construite sur des actes et non sur des faveurs. Elle en profita pour lancer un nouveau projet, un programme de mentorat interne destiné à mettre en relation des cadres et des jeunes issus des quartiers défavorisés. Le but n'était pas seulement d'offrir des opportunités, mais de créer des ponts durables, de casser les barrières invisibles qui isolent tant de talents. Julien l'appuya dans cette initiative, lui offrant même une enveloppe budgétaire dédiée. Ils travaillèrent ensemble à la définition des objectifs, à la sélection des mentors, à l'évaluation des résultats. Leur collaboration devint plus fluide, plus confiante. Et à travers cette complicité professionnelle, un respect profond se solidifia. Élodie, sans jamais chercher à écraser, avait su s'imposer. Non par les armes de la revanche, mais par la constance, le sérieux et une volonté farouche de faire les choses bien. Elle n'avait pas seulement survécu à une tentative de déstabilisation, elle avait transformé cette épreuve en tremplin. Désormais, plus personne dans l'entreprise ne pouvait l'ignorer, la sous-estimer ou la reléguer au second plan. Elle n'était plus la fille renvoyée d'un poste administratif. Elle était devenue une figure incontournable des projets sociaux de TMC Industries. Et si certains l'avaient prise de haut, ils devaient maintenant apprendre à la regarder d'égal à égal. Le départ de Madame Lefebvre avait marqué un tournant silencieux dans les couloirs de TMC Industries. Ceux qui l'avaient soutenue par prudence ou par peur s'étaient tus. Ceux qui doutaient d'Élodie l'observèrent maintenant avec une attention nouvelle, parfois empreinte de curiosité, parfois d'un respect prudent. Mais pour elle, cette épreuve n'était pas un motif de célébration. Elle la considérait comme un point de passage, un obstacle de plus sur un chemin qu'elle n'avait jamais choisi pour sa facilité, mais pour sa cohérence avec ce qu'elle était. Plutôt que de s'attarder sur les tensions passées, Élodie décida de concentrer toute son énergie sur un projet qui lui tenait à cœur depuis plusieurs mois, la refonte du programme d'insertion professionnelle pour les jeunes issus de milieux précaires. Elle en avait parlé à Julien Moreau à plusieurs reprises, l'idée ayant germé au fil de ses visites de terrain, de ses échanges avec les éducateurs, de ses entretiens avec les jeunes eux-mêmes. Elle voulait une approche plus directe, plus réaliste, qui tienne compte non seulement des compétences, mais aussi des contextes sociaux, psychologiques et émotionnels. Julien valida le projet sans hésiter, lui laissant carte blanche pour concevoir la structure. Elle réunit une petite équipe pluridisciplinaire, anciens éducateurs, formateurs, psychologues, jeunes ayant connu des parcours de rupture. Ensemble, ils bâtirent un modèle novateur, mêlant formation pratique, accompagnement individualisé, mentorat et immersion professionnelle progressive. L'objectif n'était pas seulement d'insérer des jeunes dans le monde du travail, mais de leur redonner une perspective, une dignité, une voix dans un système qui les avait trop souvent ignorés. Durant les mois qui suivirent, Élodie se rendit régulièrement dans plusieurs quartiers populaires, rencontrant mairies, écoles, centres sociaux, parents et jeunes. Partout, elle écoutait, sans condescendance, sans discours prêts à l'emploi. Elle voulait comprendre avant d'agir. Cette posture d'humilité rare dans le monde de l'entreprise lui valut un accueil souvent chaleureux. Les jeunes voyaient en elle quelqu'un qui n'avait pas oublié d'où elle venait, quelqu'un qui parlait vrai. Lorsque le programme fut lancé officiellement, il portait un nom simple mais fort, Trajectoire.
Élodie avait insisté pour que le premier événement de lancement ait lieu à Lyon, sa ville d'origine. Julien accepta sans discuter. La cérémonie se tint dans un centre culturel local, en présence des familles, des associations partenaires, des responsables de l'entreprise, mais aussi des bénéficiaires. Élodie y prit la parole pour la première fois devant un public aussi nombreux. Ce n'était pas un discours préparé par une agence de communication. C'étaient ses mots, ses convictions, son histoire. Elle parla de son parcours, de ses erreurs, de ses luttes. Elle parla de la fois où elle avait été licenciée pour avoir fait ce qu'elle croyait juste. De la honte ressentie, de la solitude, du doute. Elle ne raconta pas l'histoire pour se plaindre, mais pour montrer que l'on pouvait tomber sans disparaître. Et surtout, que l'on pouvait se relever en restant fidèle à ce que l'on était. À l'issue de la cérémonie, plusieurs jeunes vinrent la voir pour la remercier. Certains la connaissaient déjà par les interventions menées dans leur quartier. D'autres découvraient son visage après l'avoir entendu mentionné par leurs éducateurs. Tous voyaient en elle un exemple possible. Non pas un modèle inatteignable, mais une preuve vivante que la dignité et la persévérance peuvent construire quelque chose de solide. Les médias locaux couvrirent l'événement avec un intérêt particulier. Quelques jours plus tard, un article parut dans le principal journal régional. Il retraçait le parcours d'Élodie avec rigueur, insistant sur la manière dont elle avait transformé une situation injuste en moteur de changement. La presse parisienne reprit l'histoire, et bientôt plusieurs chaînes d'information contactèrent l'entreprise pour obtenir des interviews. Julien refusa systématiquement de prendre la lumière, préférant laisser Élodie en première ligne. Elle accepta quelques invitations, toujours avec retenue, refusant toute mise en scène excessive. À travers ses apparitions, elle ne cherchait pas à se mettre en valeur. Elle voulait parler du programme, de ceux qui en bénéficiaient, de ceux qui s'engageaient. Chaque fois, elle revenait au concret. Les stages obtenus, les contrats signés, les décrochages évités. Elle refusait les questions personnelles, détournait les tentatives de sensationnalisme. Et pourtant, son nom commençait à circuler dans les cercles où se décident les politiques publiques d'emploi et d'insertion. Dans l'entreprise, ses collègues la regardaient désormais avec une admiration qu'elle ne cherchait ni à provoquer, ni à entretenir. Julien, lui, continuait d'être un soutien constant, discret mais efficace. Il s'impliquait dans les choix stratégiques, mais laissait à Élodie toute la visibilité opérationnelle. Il la consultait, la valorisait en réunion, mais ne l'instrumentalisait jamais. Sa mère suivait tout cela avec un mélange d'émotion et de fierté silencieuse. Chaque article découpé, chaque reportage enregistré devenait un trésor qu'elle conservait précieusement. Sa sœur, désormais lycéenne, parlait souvent d'Élodie à ses amis, non pas comme d'une célébrité, mais comme d'une preuve vivante que l'on peut réussir sans trahir ses principes. Élodie, malgré l'exposition croissante, restait fidèle à ses rituels. Elle appelait sa famille chaque soir, retournait à Lyon un week-end sur deux, gardait dans son sac le carnet où elle écrivait depuis des années ses pensées, ses doutes, ses idées. Elle n'avait pas changé de ton, ni de regard. Ce qui avait changé, c'était la manière dont les autres la percevaient. Elle n'avait jamais voulu devenir un symbole. Elle voulait simplement que les portes qu'elle avait dû forcer puissent s'ouvrir plus facilement pour ceux qui viendraient après elle. C'était cela, sa mission. Non pas gravir des échelons, mais créer des chemins. Et dans les sourires qu'elle croisait, dans les histoires qu'elle écoutait, dans les mains qu'elle serrait, elle voyait que ce qu'elle construisait avait un sens réel. Élodie n'était plus simplement la fille qui avait aidé un inconnu. Elle était devenue une actrice du changement, une voix qui comptait, une présence qui rassurait, et surtout une femme qui, pour la première fois de sa vie, avait trouvé un endroit où elle pouvait grandir sans renier ce qu'elle avait été. Le grand amphithéâtre était plein. Les rangées de fauteuils accueillaient des représentants d'associations, des responsables d'entreprises partenaires, des élus locaux, des jeunes bénéficiaires du programme Trajectoire et même quelques anciens collègues de Lyon venus assister à l'événement. Ce soir-là, Élodie Martin allait recevoir une distinction remise par une organisation nationale œuvrant pour l'inclusion sociale. Ce n'était pas une cérémonie mondaine, mais un moment de reconnaissance solennelle pour un travail concret, ancré dans le réel. Julien Moreau était présent, assis au premier rang, discret, mais attentif. À ses côtés, la mère d'Élodie et sa sœur cadette, qui tenaient fermement une petite pochette avec un programme plié à l'intérieur. L'événement suivait son cours avec sérieux et sobriété. Plusieurs personnalités prirent la parole pour saluer le travail effectué par l'équipe d'Élodie.
Les chiffres étaient clairs. En un an, plus de 150 jeunes avaient intégré un parcours structuré, une majorité avait trouvé un emploi, d'autres avaient repris des études. Mais au-delà des résultats, ce qui impressionnait, c'était la méthode. Une écoute constante, une approche humaine, une présence de terrain rare dans les hautes sphères. Lorsque le nom d'Élodie fut appelé, une salve d'applaudissements se leva. Elle monta lentement sur scène, le regard droit sans sourire exagéré, avec cette dignité tranquille qui la caractérisait depuis toujours. Elle ne tenait pas de discours préparé. Elle prit simplement la parole, s'avança vers le micro, et la salle retrouva le silence. Je ne suis pas ici pour représenter un succès personnel. Ce que je vis aujourd'hui n'est pas le résultat d'une ambition solitaire, mais celui d'un enchaînement de choix, parfois douloureux, parfois incertain, mais toujours sincère. Elle marqua une pause, cherchant les visages familiers dans la foule. J'ai été renvoyé d'une entreprise pour un retard. Ce retard, je l'ai pris parce que j'ai aidé un homme inconnu affalé devant une station de métro. À ce moment-là, je ne pensais pas à mon poste, ni à mes responsabilités. Je pensais juste à faire ce qui me semblait juste. Ce choix m'a coûté cher. Il m'a fait douter, il m'a isolé, il m'a exposé. Mais aujourd'hui, je comprends qu'il m'a aussi révélé. Non pas aux autres, mais à moi-même. Elle respira profondément, puis reprit. Je ne cherche pas à être admiré. Je veux juste rappeler une chose. La gentillesse n'est pas un défaut. Elle n'est pas une faiblesse, ni une naïveté. Elle peut être une force, une boussole, un moteur. Dans un monde où tout va vite, où l'on juge avant de comprendre, où l'on élimine avant de dialoguer, être gentil, c'est résister. Et je suis fier d'avoir résisté. Un murmure d'émotion parcourut la salle. Élodie leva les yeux, croisa brièvement le regard de Julien, puis celui de sa sœur qui lui adressait un signe discret. Ce projet Trajectoire n'est pas le fruit d'un miracle. Il est le fruit d'un collectif, de femmes et d'hommes qui y ont cru, de jeunes qui ont eu le courage d'y entrer, de collègues qui ont osé écouter une voix nouvelle, et aussi d'un homme, Julien Moreau, qui a choisi non pas de récompenser une dette, mais d'offrir une chance à une histoire différente. Elle se tourna légèrement vers lui et ajouta « Il aurait pu me remercier en silence, il m'a demandé de construire, et je l'ai fait. » Elle termina en posant doucement ces mots « Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que je continuerai à défendre une chose, l'idée qu'on peut changer les choses sans trahir qui l'on est. On n'a pas besoin d'oublier d'où l'on vient pour savoir où l'on va. » Les applaudissements furent longs, sincères, nourris. Ce n'était pas un hommage impersonnel, c'était la reconnaissance d'un chemin parcouru avec courage, avec cohérence, avec constance. Julien monta ensuite sur scène pour lui remettre la distinction, un trophée sobre en métal brossé, gravé à son nom. Il ne prononça pas de discours, se contentant de lui tendre le prix avec une poignée de main franche. Elle la saisit avec calme, puis tous deux posèrent pour une photo qui serait reprise dans plusieurs articles les jours suivants. À la sortie de la cérémonie, la foule se dispersa lentement. Élodie retrouva sa famille dans le hall. Sa mère l'enlaça longuement, sans mots, juste avec cette fierté muette qu'aucune reconnaissance officielle ne pouvait égaler. Sa sœur, les yeux brillants, lui dit simplement « Je le savais ». Julien s'approcha ensuite à distance respectueuse. Il la regarda, un demi-sourire au coin des lèvres. « Vous avez dit exactement ce qu'il fallait dire. » Elle hocha la tête, puis répondit « Ce n'était pas pour plaire. C'était pour que les gens se rappellent pourquoi on commence ce genre de combat. » Ils restèrent là quelques instants, en silence. Puis Julien glissa presque en confidence. « Le projet Trajectoire va s'étendre à d'autres villes. On aura besoin de quelqu'un pour superviser l'ensemble. Je vous laisse y réfléchir. Mais j'aimerais que ce soit vous. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda la foule sortir, les familles discuter, les jeunes sourire et dit simplement « Je veux continuer, mais toujours à ma manière. » Julien acquiesça. Il n'en attendait pas moins d'elle. Les semaines suivantes, Élodie reprit son travail avec la même rigueur. Elle prépara l'extension du programme, forma de nouveaux coordinateurs, rencontra des municipalités prêtes à coopérer. Son nom apparaissait désormais dans les conférences sur l'innovation sociale, dans les cercles de réflexion sur la jeunesse et l'emploi, mais elle refusait toute illusion de célébrité. Elle se considérait avant tout comme une passeuse, une ouvrière de l'humain. Elle n'avait jamais oublié ce matin de pluie à Lyon, pas parce qu'il avait changé sa vie, mais parce qu'il lui avait révélé une chose essentielle, que même les gestes les plus simples peuvent être fondateurs. Elle avait compris que sa plus grande force,
Ce n'était ni son diplôme, ni sa fonction, ni les honneurs reçus. Sa plus grande force, c'était sa capacité à rester fidèle à sa boussole intérieure. Et dans un monde de plus en plus complexe, elle avait choisi de continuer à faire ce qu'elle savait faire le mieux, tendre la main, toujours, sincèrement, sans jamais se demander ce que cela lui rapporterait.